Et si on imaginait l'école de demain? Je me souviendrai toujours la première fois que j'en ai discuté avec Clément. Ouais, enfin, on avait surtout listé la longue liste des problèmes de l'éducation, je me souviens. Mais... Oui, enfin, tu me parles des problèmes de l'éducation, mais au final, on n'est pas là pour parler de ça. Ah bah si, pour le coup, on est complètement là pour parler de ça, justement. En fait, il faut quand même se rendre compte qu'on est à l'aube d'un des plus grands tournants, quand même, dans l'histoire de l'humanité. Et vous me direz, rien que ça, et oui, rien que ça, en fait, parce que il y a une chose assez simple à comprendre, une grande révolution est en train d'apparaître, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Je suis certain que vous en avez tous entendu parler, on vous l'a sûrement rabâché d'ailleurs, mais cette intelligence artificielle, elle va détruire de l'emploi. C'est une certitude. Détruire de l'emploi. Ah oui, carrément. D'ailleurs, si tu en crois la destruction créatrice de notre cher Schumpeter, il t'explique quelque chose. C'est justement ces emplois qui ont été perdus par la robotisation vont être remplacés par des emplois de service. Donc au final, on ne peut pas du tout prédire les futures innovations qui vont venir combler les pertes de l'intelligence artificielle. Alors, c'est bien, mon cher Louis, tu as très bien révisé ton cours d'économie, sauf que non, ça ne marchera pas, en fait, pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que l'IA, elle va bouleverser beaucoup trop de métiers, beaucoup trop de secteurs en même temps, en fait. Donc ça ne marchera pas, Schumpeter, sur ce coup. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui le prouve assez bien, c'est des personnes de la Silicon Valley, des patrons de la Silicon Valley, c'est quand même le lieu où on recueille toute l'intelligence artificielle sur cette planète, une bonne partie du moins. Ils souhaitent mettre en place un système de salaire universel. Un salaire universel comme solution. Alors on se dit tous, ouais, c'est super, c'est génial. Eh ben pas du tout. C'est une très, très, très mauvaise idée. Parce que alors quand vous faites ça, quand vous faites quelque chose de très simple, vous élisez à la tête de la société le super puissant PDG de la grande entreprise d'intelligence artificielle, et par contre le gentil peuple, vous lui dites, allez, mange et survis sur ton salaire universel, et on reviendra plus tard, on en reparlera. Donc c'est une très mauvaise idée, c'est tellement une mauvaise idée qu'on se dit, mais de toute façon c'est pas possible, l'État ne laissera jamais ça arriver, il va intervenir. Et bien là encore, non. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est quand même vrai parce que la raison est aussi très simple. Je vais citer Vladimir Poutine. Carrément. Oh, bah, je suis moi-même surpris, je vais pas te mentir, mais on va citer Vladimir Poutine qui dit « L'intelligence artificielle, celui qui la contrôlera, il contrôlera le monde. » Et il a pas tort, malheureusement, il a vraiment pas tort. Et donc, il faut retenir ceci, l'État n'interviendra pas, ce n'est pas possible. Tout simplement, pour une raison très simple, c'est que l'intelligence artificielle, c'est l'ogive nucléaire de notre époque. Ogive nucléaire. Rappelle-moi le thème du TEDx déjà. C'est vrai que c'est positive énergie, on n'y est pas trop. Positive énergie. Rappelons-le quand même, l'intelligence artificielle, ça nous dit quoi à nous? Finalement, moi, ça me dit quand même plus ça. Enfin, si tu penses, dis Siri, est-ce que tu te crois intelligente? Je ne peux même pas envisager quoi répondre à cette question. Voilà, merci. Donc, si tu regardes l'intelligence artificielle, c'est quand même plus ça. Et puis, au final, il y a deux types d'intelligence artificielle. La première, elle est très simple, elle est dite faible. Elle a juste pour but de simuler l'intelligence, par exemple, gagner aux échecs. La deuxième, par contre, elle est dite forte. Elle est non capable seulement de simuler l'intelligence, mais aussi d'avoir une réelle conscience de soi. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de ça? C'est que l'intelligence artificielle, elle cherche à copier et recréer le fonctionnement de notre cerveau. Et tout ça, pourquoi? Pour investir nos industries. Regardez les voitures autonomes, regardez la reconnaissance faciale. Et tout ça, il faudra le comprendre dans l'éducation de l'homme de demain. Il faudra être en collaboration avec ces technologies et non pas en compétition. Et pour ça, il y a une solution. Et cette solution, elle s'appelle les neurosciences. Vous en avez entendu parler? Oh oui, moi j'en ai un peu entendu parler, c'est vrai. Alors les neurosciences, c'est très simple. C'est l'étude scientifique des systèmes nerveux, autant du point de vue moléculaire qu'au niveau des organes comme le cerveau. Mais alors, attends, là, tu nous parles de neurosciences, mais ça a quoi voir, ça, dans l'éducation, là? Eh bien, justement, détrompe-toi. Tout se joue avant 6 ans. C'est ce que nous montre l'éducation. Pourquoi? C'est très simple. On va prendre un exemple très très simple. 40%. Aujourd'hui, 40%, ça représente 300 000 élèves qui sortent du CM2 avec de grandes lacunes qu'ils garderont toute leur vie. Et ça, chaque année. Et ça, c'est un gros problème. Et pourquoi? Car en fait, on se rend compte que chaque année, en fait, des millions d'étudiants entre 0 à 6 ans vont créer des connexions neuronales. Et ça s'appelle la plasticité cérébrale. Nous en créons entre 700 à 1000 par seconde pour apprendre à parler, compter et communiquer avec les autres. Petite comparaison très simple. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ceci est des synapses. Et comme vous avez dans cette vidéo, le réseau aujourd'hui Internet mondial comporte 100 000 millions de connexions. Par contre, le cerveau d'un adulte moyen comporte le triple de ces connexions. Et attachez-vous bien, le cerveau d'un enfant en comporte 10 fois plus.
1 million de milliards de connexions synaptiques dans son cerveau. Et pourquoi ça? Car il lui suffit simplement d'être en connexion avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Et au final, il va faire le ménage après. Il va notamment faire le tri et garder les meilleurs qui seront renforcés et affaiblir les autres. Ça s'appelle l'élagage synaptique. Et il faudra retenir quelque chose, c'est que le cerveau ne retient pas les meilleures expériences, mais les expériences les plus fréquentes. Et notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont dessiner l'avenir des futures générations. J'ai vu pas mal de résultats sur ces écoles qui utilisent des méthodes assez uniques, et notamment grâce à cette femme, Maria Montessori, qui est en fait une médecin pédagogue italienne absolument visionnaire, vous en avez d'ailleurs sûrement entendu parler, et cette femme, elle est à l'éducation, ce que Einstein est à la physique. Alors vous allez me dire, ouais, rien que ça, et oui, rien que ça, parce que cette femme, elle crée en 1907, en fait, une méthode. Alors cette méthode, elle s'appelle la méthode Montessori, elle porte son nom, vous en avez sûrement entendu parler, et cette méthode a inspiré énormément de professeurs et d'enseignants qui, eux, sont bien de notre époque, et notamment Céline Alvarez. Alors Céline Alvarez, c'est une prof qui travaille dans une école, et cette prof, elle va changer quelque chose, elle va dire, moi dans ma classe, il n'y aura plus de table bien alignée en rang, il n'y aura plus de professeur qui garde le tableau rien que pour lui, les étudiants qui ne peuvent pas parler, non. Dans la classe de Céline Alvarez, qui est une classe à Gennevilliers en zone d'éducation prioritaire, ce sont des ateliers que vous allez retrouver. Des ateliers où les enfants peuvent participer quand ils le veulent, avec qui ils le veulent, autant de fois qu'ils le veulent, avec qui ils le veulent. Vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est une nouvelle éducation. Donc, où est-ce qu'on veut en venir au final? C'est que Céline Alvarez et Maria Montessori nous apprennent quelque chose. C'est que le processus d'apprentissage aujourd'hui se décompose en 4 étapes. Le premier est très simple, il s'appelle l'attention. Le second, l'engagement. Le troisième, le retour d'information immédiat. Et enfin, vous avez la consolidation. Commençons avec le premier. Alors, je vais commencer avec l'attention. Alors, l'attention, qu'est-ce que c'est? L'attention, c'est un outil extrêmement puissant qu'on utilise tous les jours de manière extrêmement régulière. Il va nous permettre en fait de sélectionner parmi tous nos sens lequel est le plus intéressant pour traiter notre environnement. En fait. Ça va être clairement l'objectif. Et à plusieurs sens, vous l'aurez compris, plusieurs zones de stockage, plusieurs zones pour mémoriser ce que l'on va voir. Donc, quand vous allez écouter puis voir quelque chose, vous allez le mémoriser dans différents endroits de votre cerveau. Et ça va vous permettre de mieux le retenir et de mieux le ressortir plus tard. Quoi de mieux qu'une petite expérience au final pour voir que vous avez besoin d'être attentif pour apprendre. Donc nous allons vous passer un extrait audio qui est en anglais. Donc il faudra être attentif et essayer de deviner qu'est-ce que la personne dit. Soyez attentif et maintenant écoutez. Alors c'est très compliqué, on est d'accord? On va le repasser quand même, essayez d'écouter. Toujours rien, on est d'accord. C'est clairement Maintenant, si je vous donne justement la vue, et vous allez voir qu'est-ce qui est écrit. C'est-à-dire, I think Brexit is a terrible idea, qui veut dire, je pense que le Brexit est une très mauvaise idée. Et écoutez maintenant. Maintenant, on va revenir sur les deux premières. Vous commencez à la voir, on est d'accord, on va la repasser. L'expérience est toute simple. Elle vous a montré que les deux premières fois, vous n'avez rien compris, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Et au final, si on vous donne la vue, le texte et l'ouïe, vous allez comprendre parce que vous avez activé plusieurs sens. Et c'est ça l'apprentissage. Alors, une fois que quelque chose a suscité votre attention, il va peut-être pouvoir mériter votre engagement. On est à l'étape supérieure, nous sommes au point 2, vous l'aurez suivi. Alors, un enfant, il va être beaucoup plus facilement attiré vers un jouet qui va faire du bruit, de la musique, de la lumière, tout ça. Bon, alors ça nous paraît évident, et c'est tout à fait vrai aussi pour nous, adultes, tous les jours au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait l'engagement? L'engagement, ça va être une analyse plus poussée de votre environnement. Vous êtes en fait à l'étape suivante, vous allez essayer de comprendre avec plus de précision. Alors, il y a un facteur qui est extrêmement important à ce moment-là, c'est la difficulté ou la simplicité de la tâche et de l'approfondissement que vous allez faire. Alors, un exemple très simple, si quelque chose est beaucoup trop difficile, vous allez vous en décourager. Ça arrive très souvent. Et si quelque chose est beaucoup trop simple, vous allez vous en désintéresser, ce qui arrive aussi. Donc vous comprenez bien que l'équilibre entre facilité et difficulté doit être parfaitement adapté à chaque individu. C'est un élément clé pour garder un engagement sur le long terme.
Donc la question que tout le monde se pose, c'est finalement comment engager les élèves. Et il y a une solution pour ça, et cette solution, elle s'appelle le Project-Based Learning. Et cette solution, elle est très simple. Elle explique notamment que vous devez repenser les cours comme des projets, replacer tous ces cours dans des projets personnalisés et qui passionnent vos élèves. On va prendre un exemple très simple. Avec Clément, nous avons adoré un cours, un MOOC, qui est un cours que vous pouvez prendre gratuitement en ligne, qui était comment créer sa propre version d'Airbnb en 48 heures. Et pourquoi nous avons adoré ce cours? Pour une raison très simple. C'est parce que qu'importe les prérequis nécessaires, qu'importe le temps qu'il fallait, il répondait à un besoin personnel. Et il faudra repenser les cours comme ça. C'est-à-dire qu'il faudra mettre un projet et mettre une réalité derrière tout ça. On va prendre un exemple tout simple. Entre étudier le langage de programmation Ruby, qui ne parle pas forcément ici à tout le monde, et créer Airbnb, qui est une plateforme quand même mondialement connue, le choix sera vite fait. Et en plus, techniquement, ça sera exactement la même chose. Alors tout à fait, et ceci nous amène donc au troisième point, le retour d'information immédiat. Qu'est-ce que c'est? Très facile. Lorsque vous allez faire une action, vous allez attendre un retour de cette action. Alors il peut être positif ou négatif, ça c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est que ce retour d'information arrive le plus tôt possible à ce moment-là. Plus vous êtes loin dans le passé par rapport au retour d'information, moins vous aurez de l'intérêt, et plus ce sera difficile de corriger l'erreur. Alors, cette correction d'erreur, elle a un but extrêmement important, qui est central, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est la drogue de votre cerveau. C'est le summum pour faire avancer votre cerveau et travailler. Au final, comment consolider tout ça? Eh ben, il y a une solution qui est très simple, justement, c'est de gamifier, comme ça s'inspire des jeux vidéo. Parce qu'au final, collectionner des notes, ça n'a jamais motivé personne. Par contre, monter des niveaux, collectionner des niveaux, monter en compétences, avoir des projets beaucoup plus personnalisés, ça peut intéresser les élèves. Et au final, ça, on le fait déjà très bien dans de nombreuses organisations comme Khan Academy. Et on arrive au quatrième point, notre dernier point de la liste, et on va parler là de consolidation. Alors la consolidation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de répéter. Alors, lorsque quelque chose va avoir suscité votre attention, qu'il va vous avoir procuré du plaisir par un retour d'information immédiat, vous allez alors, très probablement, vouloir répéter l'opération pour avoir davantage de plaisir. C'est une boucle en fait, très simple, c'est une boucle vertueuse. Et ces stimulations multiples, elles vont vous permettre, à chaque fois, de réitérer l'opération. Donc au final, comment réactiver pour ne pas oublier une compétence? Il y a une solution encore une fois. Elle s'appelle le peer-to-peer learning, l'apprentissage entre étudiants. C'est très simple, nous allons justement nous échanger nos compétences. Il y a déjà de grandes écoles qui le font en France, notamment une grande école informatique française dont on ne citera pas le nom, mais qui est le résultat de 6x7. Pas évident. Hein. Pour ceux qui sont fâchés avec les maths, c'est 44-2. Ah bah là, c'est pas gentil du coup. Ouais. Les profs là-bas dans cette école, ils sont des coachs. Ils ne sont pas du tout là pour vous enseigner quelque chose. Ils sont là tout simplement pour faire en sorte que les élèves vont réussir leurs tâches. Les élèves sont en équipe, donc il n'y a plus du tout de lien de subordination entre les élèves. Au final, qu'est-ce qu'il faudra retenir de tout ça? C'est qu'aujourd'hui, le processus d'apprentissage, c'est 4 étapes. La première, c'est très simple, c'est l'attention. La seconde, c'est l'engagement. Le troisième, le retour d'information immédiat. Et enfin, la consolidation. Et qu'est-ce qu'il faudra retenir? C'est qu'il faut désacraliser l'erreur. L'erreur fait complètement partie prenante de notre apprentissage. Et elle doit être le socle de la construction de notre savoir. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? C'est qu'il faut réapprendre à apprendre. Il faut replacer le plaisir au cœur de l'apprentissage. Alors, il faut quand même estimer que l'apprentissage, c'est quelque chose de difficile. C'est un véritable challenge au quotidien, on l'a tous vécu. Mais il faut bien retenir qu'il n'y a jamais de mauvais étudiants. Il n'y a que de mauvais systèmes éducatifs. Deux cerveaux n'ont jamais et ne seront jamais identiques, il faut bien le savoir. Et aujourd'hui, on continue d'enseigner en rang, sans bouger, à des étudiants qui ont des difficultés, des facilités différentes, le même contenu, sans tenir compte de leurs forces et faiblesses. Alors, je vais utiliser une métaphore pour bien vous imaginer cela. Imaginez si un médecin prescrivait à tous ses patients exactement le même médicament, peu importe leur maladie. Qu'est-ce qui se passerait? Ça serait tragique. Vous l'aurez donc compris. Si les pratiques pédagogiques doivent évoluer, elles doivent passer par les neurosciences, notamment être éclairées par les sciences, car les sciences prônent que l'apprentissage doit être actif et à forte dimension collaborative.
Et au final, il ne faudra pas oublier, l'éducation est un enjeu majeur de notre société, car aujourd'hui, les étudiants représentent 20% de notre population, mais 100% de notre futur. Merci.